Bonsoir et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans Ça vous regarde ce soir. Défense, Ukraine, l'Europe à l'heure des choix existentiels. Le sommet des 27 à Bruxelles amorce un virage historique, réarmement massif face à la menace russe, aide financière et militaire à Kiev. Pour la première fois, la défense européenne a une chance de se construire. Alors quand et comment et surtout combien ça va nous coûter? Grand décryptage dans un instant avec mes invités. Faut-il adapter l'état de droit à la lutte contre le narcotrafic? Notre invité franc-parler ce soir est chargé des articles les plus polémiques de la proposition de loi sur la criminalité liée au trafic de drogue, comme par exemple l'accès des enquêteurs aux messageries cryptées des délinquants. Le député rapporteur PS Roger Vico sera avec nous tout à l'heure. Enfin, la question qui fâche ce soir, le fiasco de l'A69 est-il un mal français? La justice a stoppé le chantier la semaine dernière. Le gouvernement fait appel, gabegie financière, désastre écologique. On en débat avec deux députés directement concernés. Voilà pour le sommaire. Ça vous regarde. Installez-vous. C'est parti. Se réarmer, quoi qu'il en coûte. L'Europe se réveille donc enfin face au péril russe et après le désengagement brutal de Washington. Cap sur la défense et le soutien à l'Ukraine. Mais de quoi parle-t-on précisément? Défense commune, armée commune et pourquoi faire et quand? Et puis sur l'Ukraine, l'Europe a-t-elle encore les moyens de peser face à Trump et Poutine? Énormément de questions ce soir à l'occasion de ce sommet historique des 27 avec Valérie Ayé. Bonsoir. Bonsoir. Qui revient tout juste de Bruxelles aux côtés d'Emmanuel Macron ce matin. Vous présidez le groupe Renew, le groupe macroniste au Parlement européen. Bonsoir Jean-Michel Jacques. Bonsoir. Bienvenue, président de la Commission de la Défense à l'Assemblée, député Ensemble pour la République du Morbihan. Enfin, bonsoir Oksana Melnichuk, pardonnez-moi. J'ai essayé et j'ai raté, pardonnez-moi. Vous êtes politologue ukrainienne et la bienvenue sur ce plateau. Enfin, bonsoir Richard Verly, qui suit depuis le Conseil européen à Bruxelles ce sommet et qui va nous dire un peu l'atmosphère dans un instant des chefs d'État et de gouvernement. Mais d'abord, avant de vous entendre, les enjeux de ce nouveau sommet décisif avec Thibaut Enoch. Tout de suite. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Les 27 chefs d'État de l'Union européenne sont donc à Bruxelles depuis ce matin. Oui Myriam, 27 chefs d'État plus un même en la personne de Volodymyr Zelensky, convié à ce sommet qualifié d'historique, un symbole, 6 jours après la scène d'humiliation du président ukrainien dans le bureau ovale. L'Europe voulait laver l'affront et envoyer un signal clair à Trump et à Poutine. Dear Volodymyr, cher Volodymyr, nous sommes avec vous depuis le premier jour et nous le sommes aujourd'hui et pour le futur. Je veux remercier tous les chefs d'État européens pour leur soutien. Pendant toute cette période et la semaine passée, vous êtes restés avec nous. Nous savons que nous ne sommes pas seuls et nous le sentons. Voilà, pas question d'abandonner l'Ukraine ni son président. 4 jours après l'annonce de la suspension de l'aide américaine, les Européens ont tenu à afficher une décision forte et rapide. L'Europe est confrontée à un danger clair et immédiat et doit être en mesure de se protéger, de se défendre, tout comme nous devons donner à l'Ukraine les moyens de se protéger et d'œuvrer en faveur d'une paix juste et durable. Un danger clair et immédiat, des mots qui rappellent ceux prononcés par Emmanuel Macron hier soir à la télévision, un ton dramatique, plutôt inhabituel à Bruxelles et qui montre que les temps ont changé. Concrètement, quelles sont les décisions attendues? Alors, comme toujours au niveau européen, difficile de passer de la parole aux actes, surtout quand le loup est dans la bergerie. En la personne de Viktor Orban, le dirigeant hongrois réputé proche du Kremlin, qui bloque chaque fois qu'il le peut toute aide à l'Ukraine. Une nouvelle enveloppe d'aide devait être au menu des discussions. Orban a dit qu'il s'y opposerait. Résultat, la chef de la diplomatie européenne a brisé un tabou en milieu de journée. S'il faut avancer à 26 et non à 27, dit-elle, l'Europe y est prête. Ma proposition est soit de fournir de nouvelles armes à l'Ukraine, soit de financer ses achats d'armes. Nous faisons de notre mieux pour maintenir l'union des 27.
Mais si ce n'est pas possible, la Hongrie pourra parler pour elle-même. Voilà, sous une forme ou sous une autre, les Européens devraient donc décider d'un renforcement de l'aide à l'Ukraine. Quant à l'idée d'un envoi de troupes en cas de paix pour sécuriser le territoire, elle est aussi au menu des discussions sans qu'une décision soit prise pour l'instant. Sur la défense, en revanche, est-ce qu'un accord est à portée de main? Oui, un accord semble se dessiner sur le plan baptisé « Réarmer l'Europe ». Il a été présenté au chef d'État par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Il prévoit 800 milliards d'euros d'investissement dans la défense à l'échelle de l'Union. 800 milliards, soit symbole là aussi peu ou prou le budget américain de la défense, et alors que la Russie consacre 40% de son budget aux dépenses militaires. Un effort massif mais nécessaire selon les chefs d'État. La course à l'armement nous met face à des défis nouveaux et l'Europe doit les relever, doit prendre part à cette course et elle doit la gagner. Je suis convaincu que la Russie perdra cette course à l'armement, tout comme l'Union soviétique l'a perdue il y a 40 ans. 800 milliards qui passeraient par un emprunt commun de 150 milliards au niveau européen, des redéploiements de fonds et jusqu'à 600 milliards de déficit possible pour les États qui se verraient autorisés à s'affranchir de la règle des 3% pour les investissements de défense. Une sorte de quoi qu'il en coûte militaire auquel l'Allemagne, qui tenait jusqu'ici les cordons de la bourse en Europe, a donné son feu vert. Un changement majeur qui montre que l'Europe entend rebattre les cartes pour rester maître du jeu. Merci beaucoup Thibaut Hénoch pour le récap ce soir. On va partir à Bruxelles pour prendre la température puisqu'on s'attend à une conférence de presse des chefs d'État et de gouvernement et donc d'une autre, Emmanuel Macron à 21h précises. Richard Verly, quelle est l'atmosphère? Les mots sont historiques ce soir. On nous parle d'une nouvelle ère, d'un basculement du monde, d'un renversement d'alliance. Est-ce que cette gravité, vous la percevez sur place? Oui, c'est clair, c'est les mots qu'on entend ici. Alors les chefs d'État et de gouvernement sont réunis depuis la mi-journée. C'est déjà assez long. Ils vont avoir un dîner et ensuite la conférence de presse, les conférences de presse au pluriel que vous avez annoncées. Lors d'un briefing qu'on a eu tout à l'heure, il y a à peine une heure, on nous a expliqué deux choses. Sur le volet défense, que Thibaut vient de préciser. Et bien sûr, ce volet défense, l'unanimité est au rendez-vous. Les 27 sont d'accord pour accélérer la production d'armes en Europe et pour augmenter considérablement le financement. Alors après, il faudra trouver les coopérations industrielles et le travail de la Commission va consister à cibler exactement les potentialités industrielles de chaque pays, sachant que les domaines sur lesquels on regarde, c'est en priorité notamment défense antiaérienne, drone ou bien le cyber. Par contre, sur le deuxième volet, l'aide à l'Ukraine, au moment où je vous parle maintenant, on est toujours à 26 et non pas à 27. La nouveauté, c'est que le Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui est lui aussi assez proche de Vladimir Poutine, a négocié une possibilité de retrouver du gaz russe et en échange de cela serait prêt à signer. Ça voudrait dire que Viktor Orban resterait complètement isolé. Merci beaucoup Richard Verly. Valérie, on va commencer par parler de la défense européenne. Est-ce que c'est historique ce qui est en train de se jouer? Au fond, il aura fallu la brutalité, la menace russe qui ne date pas d'hier, mais la brutalité d'un électrochoc de Trump pour que peut-être le premier acte politique d'une défense européenne soit posé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le dire ? Alors, le premier acte politique de la défense européenne, il a été posé un peu avant. C'est-à-dire qu'on a fait des choses. On n'a pas rien fait depuis 2022. Et même avant 2022, sous l'impulsion notamment d'Emmanuel Macron, qui avait porté cette priorité autour de l'autonomie stratégique, en 2021, on a créé le Fonds européen de défense. En 2022, au moment de l'accélération de la guerre d'invasion en Russie, on a mis en place une boussole stratégique. La boussole stratégique, alors, ça n'existait pas auparavant, mais c'était déjà une avancée. Alors, il y a beaucoup de jargon européen. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que là, on a l'impression d'un réveil réel qui s'explique par un contexte choc. Complètement, mais simplement pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. C'est-à-dire que les Européens avaient conscience déjà qu'il fallait commencer à avancer sur l'Europe de la défense. La France avait conscience, mais la Pologne n'avait pas conscience. Alors, c'est différent. Les Pays-Baltes n'avaient pas conscience. L'Allemagne n'avait pas conscience, non? Simplement, la boussole stratégique, c'était quoi? Le constat partagé des menaces qui pèsent sur l'Europe et la manière d'y répondre. Donc c'était déjà une première étape également. Et effectivement, comme vous l'avez dit, là, la bascule, elle se fait réellement parce que depuis 3 ans en particulier, on prend une conscience de plus en plus aiguë de ce que pèse la menace russe sur l'Europe et sur le continent. Et là, c'est le changement d'alliance des États-Unis, avec les conséquences concrètes que nous devons en tirer à la fois pour l'Ukraine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire que les Polonais, les Allemands, les Pays-Baltes sont d'accord pour avoir une autonomie de défense européenne?
Ça, on peut le dire. La France porte ça depuis longtemps. Et Emmanuel Macron, c'est vrai, il y a eu des discours là-dessus. Mais jusqu'à présent, le protecteur, c'était les États-Unis. Il se retire. Ça veut dire que nos partenaires européens sont d'accord pour investir, pour avancer concrètement. Ça, on peut le dire aujourd'hui. On est dans un changement total de paradigme. Il y a 1 mois et demi, Donald Tusk, au précédent sommet européen, il avait dit on continuera d'acheter américain. Donc, le Premier ministre polonais. Oui, pardonnez-moi. Mais c'était avant les dernières séquences, c'était avant qu'on ait que Donald Trump nous fasse clairement comprendre que nous n'étions plus, que les États-Unis n'étaient plus nos alliés et qu'il fallait qu'on en tire les conséquences. Donc c'est fondamental ce qui se joue pour bien comprendre la mesure. C'est un changement fondamental. Le moment est gravissime et les Européens en tirent les conséquences. Il y a un changement fondamental. On accepte enfin de changer de dimension sur la défense européenne, de mettre de l'argent sur la table, beaucoup d'argent. On parle de 800 milliards d'euros. Probablement qu'il en faudra même plus, même si c'est déjà beaucoup. Les experts estiment qu'il faut 250 milliards d'euros par an pour nous protéger contre la Russie sans les États-Unis. Donc voilà, c'est une première étape. 250 milliards d'euros par an pour toute l'Europe. Exactement. D'accord. C'est une première étape, elle est nécessaire et c'est véritablement un changement de paradigme avec l'argent qu'on met sur la table et avec le fait d'assumer enfin cette préférence européenne et de soutenir notre industrie européenne. D'un mot, je fais circuler la parole. Vous étiez à Bruxelles, vous étiez dans le cadre du groupe Renew, vous avez vu le chef de l'État, vous avez croisé, j'imagine, un peu tous les interlocuteurs. La température, quelles sont les anecdotes? Vous avez senti ça concrètement que enfin, on va passer aux actes, parce que les mots et les déclarations d'intention, on en a la spécialité, nous, en Europe. Est-ce que vous avez senti ça et vous pouvez nous le montrer en quoi ça s'incarne? J'ai senti la gravité du moment qu'on partage tous, mais qui était très présente dans les expressions des chefs d'État et de gouvernement dans les réunions auxquelles on a participé. Et puis la conscience très aiguë qu'effectivement, maintenant, c'est l'unité de l'action des Européens qui doit s'incarner. Et la proposition faite par Ursula von der Leyen, elle a été largement et très favorablement accueillie. C'est assez nouveau, en fait, parce que souvent, quand la Commission fait une proposition, on va d'abord cibler les éléments qui ne nous conviennent pas. La première réaction, elle a été largement favorable. Et ensuite, il faudra rentrer dans le détail, voir quelle coordination on assure, parce Justement, que ce sera clé. Le mot coordination, ça c'est hyper important. Parce que je voudrais essayer de comprendre de quoi on parle, Jean-Michel Jacques. On nous dit déjà que les Hongrois, finalement, ne sont pas un obstacle d'Orban pour faire cette défense. On va venir sur l'Ukraine dans un instant. C'est fondamental, c'est la réalité de la guerre aujourd'hui. Quand on regarde les participations, la part en PIB de dépenses militaires en Europe et chez nos voisins, les Russes, ça explose. Ils sont à 4,12 de PIB aujourd'hui en 2024, ça c'est les chiffres de 2024, mais ils vont passer entre 6 et 7 en 2025. C'est 40% de leur budget national. Les Polonais dépensent beaucoup, ils sont à 4%. Les Américains à 3,38%. Nous, on est à 2%. Et les Allemands, finalement, qui ont décidé de monter en puissance, sont à 2% également. Tout le monde va monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va monter individuellement par État, ou ça veut dire qu'on va coordonner, c'est le mot de Valérie Ayé, pour faire des choses ensemble. C'est-à-dire produire ensemble et pourquoi pas utiliser des armements en commun. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. L'idéal, c'est de produire de façon coordonnée. Et ça, c'est vraiment un défi pour l'Europe, c'est de faire d'une industrie de défense européenne. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On va dire aux Allemands de faire des drones et nous, on va faire des avions de chasse, les Italiens des chars. Comment ça va marcher? Eh bien, d'une certaine façon, oui, c'est rationalisé. Mais avant de dire un tel doit faire ci ou doit faire ça, il faut voir où est le meilleur matériel. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos militaires qui, eux, sont sur le terrain, ils ne demandent pas à ce qu'on saupoudre le matériel. Ils demandent à avoir le meilleur matériel, que ce soit dans l'air, dans l'espace, sous la mer ou sur mer. Donc, il ne s'agira pas, et ça serait une erreur à mon avis, de dire on distribue pour faire plaisir à tout le monde. Il faut revenir sur des fondamentaux. On a besoin d'équipements fiables et qui puissent prendre l'ascendant sur le terrain face à nos ennemis. Si c'est les Russes, bien les Russes. Mais en aucun cas, simplement saupoudrer. Donc, il faut prendre cette dimension en compte. Après, l'aspect de la défense est multiple. Ça peut aller de la fabrication de poudre jusqu'à des missiles très complexes que l'on sait faire, ou des avions de chasse tels que le Rafale, qui est un des meilleurs avions de chasse du monde, même, je dirais, le meilleur de mon point de vue. Donc,
Voilà, attention à ne pas partir trop sur du saupoudrage, mais vraiment voir ce que l'on a besoin. Bien entendu, chacun doit s'y retrouver. La France a des industries militaires importantes, hein, Thales, Safran, Dassault, pour ne pas les citer. Ça va prendre énormément de temps. On va pas, même si on peut faire tourner à plein régime ces industries-là, et nos partenaires européens en ont aussi, ça va prendre combien de temps ? Alors, vous avez raison, le temps que l'industrie, et c'est pas faute d'avoir demandé de rentrer dans une logique d'économie de guerre, hein, ça qui avait été demandé déjà depuis 2 ans par le président de la République, ça prend du temps. Combien ? Mais juste pour comprendre dans quoi on rentre. Ça va dépendre des objets. Vous prenez par exemple la cadence des canons César, vous savez, ces fameux canons qui sont très efficaces et reconnus par les Ukrainiens. On a augmenté les cadences assez facilement et de façon efficace. Maintenant, sur d'autres objets tels que les missiles, par exemple, on a parlé tout à l'heure du manque de missiles sol-air, ça demande des composants et des machines complexes à mettre en place. Et donc là, on remonte de façon plus graduée. Donc tout dépend de l'équipement en fait. Maintenant, une question se pose aussi, c'est par rapport à tous ces équipements, est-ce qu'on fait de la haute technologie ou de la masse ? Parce qu'on l'a bien vu aussi sur le théâtre ukrainien, et ça c'était assez intéressant, parfois des choses fabriquées rapidement, moins technologiques, peuvent saturer aussi l'ennemi et finalement être aussi efficaces et neutraliser d'autres objets plus complexes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire que de la masse ou que de la haute technologie, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi. Et là, on pourra retrouver certains pays, peut-être, qui n'ont pas forcément, comme la France, qui a la Direction générale de l'armement, donc un savoir-faire vraiment énorme par rapport à d'autres pays pour faire des objets simples, faire des drones simplement de reconnaissance ou qui larguent une grenade, etc. Vous savez, il n'y a pas besoin d'une industrie lourde pour le faire. Donc ça, à l'échelon européen, en tout cas, vous dessinez une vraie coordination, ce qui va poser des questions politiques fondamentales, parce que la défense, c'est le régalien par excellence, c'est la souveraineté nationale. Donc peut-être, je ne sais pas ce que c'est, un saut fédéral, je ne sais pas. Mais je reviens vers vous dans un instant. Et industriel, si vous me permettez. Politique et industriel aussi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On va y revenir pour essayer de mesurer à quoi ça correspond et surtout qui va supporter le coût, parce que tout ça coûte des milliards, des dizaines de milliards. Oksana Melnichuk, déjà comment vous regardez ça? Parce que quand on est ukrainienne comme vous, alors que les soldats en Ukraine se battent et que vous voyez l'Europe se réarmer brutalement, massivement, vous vous dites quoi? Vous vous dites au fond, si nous avait aidé davantage dès le départ, plus vite et plus fort? Je dis enfin. Enfin, parce que quand j'ai écouté le discours du président Macron hier soir, je me disais, c'est brillant, c'est super. J'ai eu les larmes aux yeux, franchement, parce qu'enfin, il dit les choses qu'on attendait dès les premiers jours de la guerre. On attendait cette réponse tout de suite, parce qu'on a pensé que l'Europe comprend que la menace, où est la menace et comment il faut réagir. Elle n'arrive pas trop tard? Non, vous savez, il est mieux, comme dit chez nous, il est mieux tard que jamais. Mais je voudrais aussi attirer votre attention que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sera un complément de tout ce qui existe déjà. Donc c'est un énorme geste aujourd'hui. Il va complémenter ce qui a été fait, et ce qui a été fait, c'était déjà énorme. Je vais donner quelques chiffres du budget de la guerre. Il est composé, 40%, c'est produit par l'Ukraine. Donc l'armement, nous parlons de budget militaire. Donc 40% de ce budget est composé des efforts ukrainiens par l'industrie qu'on a développée depuis ces 3 ans. 30% étaient apportés par les Américains et 30% par l'Europe. Donc autant par l'Europe que par les Américains. Mais pour cette année, l'Ukraine va augmenter ses efforts militaires jusqu'à 55%. Ça veut dire qu'il nous faut retrouver 15% manquants si les Américains se retirent. Mais M. Trump, peut-être, ne le connaît pas, que les contrats militaires qui étaient signés, il était signé avec les sociétés privées, les grandes industries privées américaines. Et on se pose la question, est-ce qu'ils sont prêts de tout abandonner pour les caprices de Trump? Vous pensez qu'ils ont cette liberté de s'émanciper de Trump, de continuer? Les journalistes américains nous disent, on verra qu'est-ce que la guerre des tarifs va nous montrer. Peut-être il y aura aussi un mouvement en Amérique, mais je voudrais revenir à l'Europe. Je voudrais dire que c'est grâce à l'Union européenne que l'Ukraine tient comme l'État. Parce que tous les efforts budgétaires ukrainiens sont couverts par l'Europe.
Et si l'Ukraine peut tenir aujourd'hui, c'est parce que même le budget de 2025 est couvert grâce à l'Union européenne. C'est comme ça que nous pouvons travailler. Nos professeurs, ils peuvent effectuer ces fonctions à l'école. Les médecins travaillent dans les hôpitaux. Alors, on va revenir sur l'Ukraine dans un instant, parce qu'il y a la question de la défense européenne et puis il y a la question du soutien militaire, la question des avoirs russes. Je voudrais juste vous faire réagir à Vladimir Poutine, qui, pour une fois, est sorti du silence pour commenter l'intervention du président et n'a pas laissé sur sa chaîne Telegram le ministre des Affaires étrangères ou d'autres membres du Kremlin. Il explique qu'il y a des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, oubliant comment elle s'est terminée, cette époque. Sous-entendu, Emmanuel Macron va subir le même sort que la Bérésina. Est-ce que vous pensez que cette rhétorique-là peut prendre en Europe, qu'au fond la menace russe auprès des populations, des opinions, n'existe pas vraiment pour les Européens? Je ne parle pas de l'Ukraine. Je pense qu'il faut être digne, il ne faut pas répondre à ce genre de reproches, mais je voudrais citer comment les Ukrainiens ont répondu à cette citation. Ils ont dit « Oh, en espérant qu'à Moscou, il y a assez des incendiés pour s'occuper de Moscou ». Parce qu'en faire les références à un incendie de Moscou à l'époque de Napoléon. Donc, je pense que c'est un signe de faiblesse et d'énervement de Poutine. Parce qu'il n'attendait pas cette réunion de l'Europe. Je voudrais aussi attirer votre attention au fait que quand vous entendez parler que l'Europe est faible et divisée, sachez que ce sont les récits de la propagande russe. C'est Poutine, c'est le régime de Poutine qui voulait voir l'Europe divisée et faible. Mais non, l'Europe n'est pas faible. Rappelons que quand même l'Europe, c'est la première puissance économique du monde. C'est beau de voir que ce sont les Ukrainiens qui nous rappellent à quel point les 27 sont forts. On a les mêmes à la maison aussi. Vous savez, on a certains parmi nous qui critiquent l'Europe, alors que, comme vous le dites très justement, au contraire, l'Europe est forte. C'est 450 millions d'habitants, beaucoup plus que la Russie, qui a 143 millions. Quoi. En tout cas, les Ukrainiens, nous croyons beaucoup en Europe. Il n'empêche que les efforts sont colossaux et il va falloir les financer. Il y a dans ces 800 milliards avancés par la présidente de la Commission ces fameux prêts, ces fameux emprunts en commun de l'Europe, mais il y a aussi tout ce que vont faire les États. À commencer par la France, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a expliqué le montant chiffré de notre nécessaire montée en puissance de dépenses militaires. Écoutez. En 2017, on était à un peu plus de 30 milliards d'euros. Au moment où je vous parle, on est à 50,5 milliards d'euros. Notre plan en 2030, c'était de l'emmener autour de 68 milliards d'euros par an. On pourrait estimer que notre armée pourrait atteindre un point de forme convenable en fonction des différentes missions qu'on attend d'elle, autour de 90 milliards d'euros par an. 90 milliards d'euros par an, sachant qu'on est à peu près à 60 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va faire des choix, il va falloir faire des choix. Ça veut dire qu'il faut préparer les Français à quoi précisément? Quel type d'effort concrètement? Qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir monter en puissance? Qui va payer? Souvent, alors, on entend, oui, il faut faire le choix entre la défense et nos allocations. Enfin, j'entends parfois un système qui essaye de... Il n'y a pas d'argent magique, vous savez qui a dit ça. Non, il n'y a pas d'argent magique, mais Emmanuel Macron. L'opposition où on fait de la défense, où on a moins de... En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura certainement des efforts à faire dans différents ministères, bien entendu, de façon à pouvoir apporter, mais il y a aussi la contribution privée qui peut se faire. Et là, c'est une piste réelle. C'est-à-dire, ça, c'est qui les contributeurs privés? Vous savez, les entreprises de défense qu'on évoquait tout à l'heure, qui ne demandent qu'à travailler et qui sont prêtes à partir, parfois, ils ont besoin d'investir pour faire une chaîne de fabrication ou pouvoir acquérir de nouveaux locaux pour s'agrandir ou pour s'implanter. Et là, ils ont besoin de fonds propres. Pour ça, on a besoin de fonds d'investissement, c'est-à-dire de gens, de personnes ou de grosses sociétés qui mettent de l'argent sur ces fonds pour qu'on puisse investir dans la défense et aider nos industries qui n'ont pas forcément de fonds propres immédiats, alors qu'ils ont un marché de la défense qui est gigantesque, qui s'annonce devant eux. Donc, le système aussi capitaliste tel qu'il est fait, a amené de l'argent privé. Des fonds privés pour financer l'effort de guerre. Citoyens aussi. L'épargne ? D'épargne, bien sûr. C'est-à-dire, on a souvent parlé. On va tirer l'argent des plans d'épargne, du livret A pour aller financer les... Oh, pas du tout. Expliquez-moi. Non, c'est donner la possibilité. Vous savez, l'argent des Français, je crois que c'est autour de 83 milliards d'euros d'immobilisés qui est en épargne. Hein. Ça veut dire que beaucoup de familles, pas tous hélas, mais beaucoup de familles ont plusieurs plans d'épargne différents. Et donc il s'agit de donner la possibilité aux citoyens de placer son argent
qui lui rapportera comme un autre compte d'épargne, mais qui soit fléché spécifiquement sur la défense. Et beaucoup de nos concitoyens sont prêts à le faire, ne serait-ce que par patriotisme. L'épargne de guerre. Et puis parce qu'ils considèrent qu'ils ont besoin d'être défendus. C'est très clair. Je voudrais qu'on retourne voir Richard Verly, et je viens vers vous, Valérie Ayé, pour évoquer la dimension européenne de ce plan d'Ursula von der Leyen. Quand on emprunte en commun, c'est pour faire des choses en commun. Ces fameux 150 milliards, est-ce qu'on sait à quoi ils vont servir concrètement ou c'est trop tôt ? Alors, pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a 3 choses qui sont à peu près claires. Premièrement, la Commission européenne va agir pour le ciblage, c'est-à-dire elle doit faire un inventaire d'abord des besoins. Quels sont les besoins aujourd'hui les plus immédiats en matière de défense européenne? La deuxième chose, c'est qu'il va falloir ensuite discuter du type de véhicule pour s'endetter, parce qu'il y a différentes possibilités. On peut par exemple émettre des obligations, c'est les fameux bonds, comme on dit en anglais, les obligations pour la défense ou d'autres mécanismes. Et enfin, troisième chose, c'est qu'il va falloir, et ça c'est très important, que la garantie apportée aux États membres lorsqu'ils s'endettent soit une garantie apportée par l'Union européenne. C'est assez similaire à ce qui s'était passé pendant le Covid ou pendant la crise financière, c'est-à-dire que les États membres qui choisissent de s'endetter, c'est-à-dire d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers internationaux, disposent de la garantie de l'Union européenne, parmi lesquels un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, ont une très bonne signature et de ce fait bénéficient de taux d'intérêt. Merci. Eux-mêmes en direct, sans cette garantie. C'est un peu compliqué, mais c'est pour dire que l'Union européenne, c'est aussi ce qui permet d'emprunter moins cher quand on a une situation budgétaire compliquée, et c'est évidemment le cas de la France. Mais c'est très clair, et vous êtes très clair. Merci beaucoup, Richard. Valérie Ayé. On se rend bien que les choses changent comme jamais. Et même avec cet emprunt, ça c'est nouveau. Hein. On savait que pour l'épidémie, c'était rapide, mais là on parle de défense, c'est une matière, une compétence, si l'on est, sacrément nationale. Ça veut dire qu'on change quand même de fait d'échelle. Est-ce qu'on peut parler d'un saut fédéral? Ici, à l'Assemblée nationale, vous avez entendu le débat dans l'hémicycle. Vous avez énormément de groupes politiques qui sont farouchement hostiles à la moindre délégation de compétences. Qu'est-ce que c'est que la coordination? Qu'est-ce que c'est que cet emprunt en commun? Est-ce que ça veut dire qu'on va déléguer une partie de notre défense pour être plus fort à 27? C'est répondre à des besoins qui sont prioritaires et qui sont urgents. Et c'est faire face à la nouvelle réalité du monde. Évidemment qu'on est bien plus fort en étant 27. Mais ce n'est pas Ursula von der Leyen qui va décider demain de mettre des troupes à tel ou tel endroit de l'Europe ou ailleurs dans le monde. Les États gardent leur commandement sur leur armée. Donc ça, en fait, les gens qui disent ça, souvent c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est des gens qui sont profondément anti-européens et qui veulent simplement faire peur aux Français. Mais la réalité, on peut avoir un débat sur est-ce que c'est le saut fédéral ou pas. En fait, on peut avoir un débat théorique, on peut se faire plaisir. Mais on n'a pas le choix, c'est ce que vous voulez dire. On n'a pas d'autre choix. Il faut changer d'échelle. On a une chance extraordinaire en France, puisque la France est une puissance militaire. Ce n'est pas le cas de tous les pays membres de l'Union européenne. Et dans la configuration qu'on connaît, la France, en plus, dispose de la dissuasion nucléaire. C'est un atout formidable, dont d'ailleurs le président de la République a fait savoir qu'il était à la disposition des partenaires, exactement, pour étendre la dissuasion nucléaire. Donc on a des militaires qui sont nombreux, une armée extrêmement qualitative, on a une puissance d'investissement qui est quand même extraordinaire, 450 millions d'Européens, un marché riche, mais effectivement il faut de la coordination, il faut libérer les investissements publics comme privés, et moi je voudrais aller dans le sens de ce que Jean-Michel Jacques disait, on a l'outil de la commande publique, on a les emprunts en commun, et on a effectivement, on peut aller chercher, proposer aux Européens d'utiliser leur épargne. On a plus de 30 000 milliards d'euros d'épargne qui dort sur les comptes des Européens. C'est de l'argent qui peut être utilisé par ailleurs, mais globalement, si je schématise, il y a de l'argent qui dort et puis il y a même donc de l'argent il y a des réserves sans augmenter les impôts. Exactement. Il y a même de l'argent qui va contribuer aussi à nourrir l'économie américaine, avec des fonds de pension ou d'autres dispositifs. Donc, il faut qu'on envoie un signal très clair aux Européens, aux Français, leur proposer un produit d'épargne. Avant de parler de l'Ukraine spécifiquement, parce que c'est l'autre volet de ce sommet et c'est l'urgence, tous ces partenaires que vous avez vus aujourd'hui à Bruxelles, ils sont d'accord pour arrêter d'acheter aux Américains de l'armement? Il va bien falloir à un moment commencer au moins
à démarrer l'arrêt des dépendances. Non, mais je ne peux pas vous dire là, comme ça, sur les 27, il n'y en a plus aucun qui achètera américain. On a les Hollandais, par exemple, qui, ça y est, font des commandes beaucoup plus tournées vers la France. Hein. C'est clairement, on sent quand même qu'il y a un virage qui se fait. Mais la dépendance est encore là. Le temps que l'industrie de défense française et européenne se mette en marche beaucoup plus vite, effectivement, il y aura un temps de frottement. Ça va prendre un peu de temps. Mais la volonté, c'est d'arrêter d'être dépendant. On le ressent. En échange d'une protection qui n'existe plus, manifestement. Même chez des pays qui étaient otaniens vraiment de longue date. Allez, on s'arrête à présent sur l'Ukraine. Comment l'aider à résister à la Russie? Le vrai du faux sur l'aide militaire, vous avez commencé à nous en parler. Eh bien, les Européens n'ont pas à rougir par rapport aux Américains, contrairement aux affirmations de Donald Trump. C'est signé Baptiste Gargui-Chartier. Vous n'avez pas été seul. On vous a déjà donné, à cause du stupide Biden, 350 milliards de dollars d'équipements militaires. 350 milliards de dollars, c'est le montant vertigineux brandi à plusieurs reprises par le camp américain, mais démenti ici, en Europe. Une guerre des chiffres, car au même moment, les Européens affichent un montant 3 fois inférieur. Depuis le début de la guerre, l'Europe et les États-Unis sont les principaux contributeurs pour aider l'Ukraine à échelle quasi égale. Selon une dernière étude, les aides venues d'Europe depuis le début de l'invasion atteignent plus de 132 milliards d'euros contre 114 milliards pour les États-Unis. Une somme qui comptabilise notamment les dépenses militaires. Washington aurait fourni à Kiev plus de 64 milliards d'euros contre près de 62 pour l'Europe. Restent enfin les aides purement financières. Plus de 46 milliards d'euros alloués par les États-Unis contre 57 pour les Européens. Le retrait des États-Unis pourrait rebattre les cartes du conflit. Alors, s'agit-il d'un coup de pression sur le président ukrainien? Pour cet expert, la posture américaine est claire. À partir du moment où les États-Unis disent qu'ils ne livreront pas le restant de la commande, cela veut dire qu'ils ne livreront plus rien. Hier encore, les États-Unis enfoncent le clou en suspendant le partage de renseignements avec Kiev. Face au désengagement assumé des États-Unis, l'Europe cherche la parade avec une question centrale. Parviendra-t-elle à pallier le départ des Américains? Grande question, Oksana Melnichuk. On sait que l'aide militaire et financière américaine a été suspendue, et le renseignement également, qui permettait, grâce aux satellites, de cibler les objectifs de l'armée ukrainienne vis-à-vis de la Russie, bien évidemment. L'Europe peut pallier à ça? D'après les annonces qui étaient faites aujourd'hui par votre ministre de la Défense, la France pourrait remplacer cette manque de leur renseignement et un satellite pareil. Donc nous espérons que, bien sûr, il faudra le temps pour cela, mais vous savez, les Ukrainiens, pendant tous ces 3 ans, on n'a pas dormi quand même. On a bien compris qu'il faut, la première leçon qu'on a tirée, qu'il faut avoir son propre industrie, il faut avoir tous ses propres services et de renseignement, et de l'artillerie, et de commandement, pour être plus largement indépendant au cas où. Et nous avons aussi notre propre satellite, parce que vous savez, ce bruit que Starlink vont être coupés, ça dure déjà depuis quelques jours. C'est la surprise, on aurait pu imaginer qu'Elon Musk décide de couper le satellite Starlink. Et Musk, il nous a déjà fait quelques coups comme ça. Il y avait quelques opérations en mer Noire qui étaient suspendues en pleine opération, quand les drones étaient presque atteints le cible et le satellite était éteint, comme si quelqu'un a joué le jeu vidéo. Donc, il ne l'a pas refait immédiatement. Il pourrait le faire, évidemment. Il pourrait le refaire, mais ça, c'était une leçon pour nous. Donc, nos militaires, quand on a entendu pour la première fois qu'il y a ce bruit que peut-être Musk pourrait éteindre les satellites, il nous a rassuré tout de suite en disant nous avons le plan B pour ça. Il y a une très grosse attente vis-à-vis de l'Europe, notamment Bien sur sûr. la question, on va dire, des yeux de la guerre, les satellites, le renseignement sur les avoirs russes. Et je voudrais vous interroger ensuite. Est-ce que vous attendez le dégel? Il y a 210 milliards d'euros en jeu. Ça suffirait à pallier le départ des Américains? Nous pensons que c'est logique quand même, que c'est les Russes qui payent tous les dégâts qu'ils commettent à l'Europe. Vous savez, même dans les réseaux sociaux, les Ukrainiens disent aujourd'hui « Mais pourquoi Trump demande
auprès de nous 350 milliards de remboursements. Pourquoi elle ne me demande pas auprès de Poutine de rembourser toutes les dépenses que les Américains ont dû faire s'ils sont déjà les alliés? Vous voyez, donc bien sûr, nous comprendrons que la démocratie, il ne peut pas violer les lois. Que bien sûr, c'est la réputation de l'Europe de bien garder les avoirs, etc., parce qu'on ne peut pas violer comme ça les épargnes de quelques pays pour ne pas perdre la confiance. Mais là, on est vraiment entre le dilemme aujourd'hui. Mais si quelqu'un est capable de violer le droit international à telle échelle comme la Russie, est-ce qu'en contrepartie, nous ne pouvons pas, comme la punition, ça c'est le raisonnement ukrainien. Valérie, est-ce que ça peut être une des décisions des 27 où on ne peut pas y compter? Ça peut l'être, pas aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas mûr pour aujourd'hui, c'est une évidence. Mais côté Parlement européen, on a un soutien massif à l'utilisation des avoirs russes gelés, mais on comprend aussi la question juridique. Donc nous, on est en train de travailler sur des modalités qui permettraient d'utiliser ces avoirs tout en offrant des garanties juridiques. C'est par exemple permettre à l'Ukraine de bénéficier d'un prêt qui serait garanti par les avoirs russes gelés. Et on considère que la Russie devra payer pour les dommages qu'elle a causés à l'Ukraine. Si elle refuse de payer pour ces dommages, eh bien l'Ukraine pourra conserver ses avoirs russes. Donc voilà une proposition qu'on fait qui pourrait être un chemin et trouver l'équilibre. Je crois savoir que la France et d'autres pays considèrent cette option, mais ils veulent avoir véritablement des garanties juridiques pour que ça ne crée pas de précédent. Jean-Michel Jacques, le mot de la fin. Eh bien, écoutez, le mot de la fin, moi, je pense qu'il faut être confiant en l'Europe, confiant en notre armée. La France a construit une armée autour de ce que vous disiez, madame, cette possibilité d'être autonome dans son analyse grâce à l'espace, à l'analyse de tout ce qui se passe, et puis la capacité de se projeter et de faire des opérations complexes. Donc, soyons aussi conscients de la force que l'on a. Merci, merci beaucoup. Merci pour ce décryptage et merci à Richard Verly en duplex depuis Bruxelles qui suit pour LCP et pour Blick, bien évidemment, ce média en ligne suisse pour lequel vous travaillez, dont vous êtes le correspondant, ce sommet. À bientôt. Bonsoir Roger Vico et merci d'être mon invité franc-parler ce soir. Vous êtes député socialiste, l'un des 3 rapporteurs de la proposition de loi transpartisane sur le narcotrafic. Elle est débattue en commission des lois toute cette semaine à l'Assemblée. Et puis il y a plusieurs mesures dont vous avez la charge qui sont contestées au nom des libertés publiques. On va expliquer pourquoi dans l'invitation de Marco Pommier. Interview juste après. Si on vous invite, Roger Vico, c'est parce que vous avez un objectif: sortir la France du piège du narcotrafic. Le titre d'une proposition de loi que vous défendez avec le macroniste Vincent Corre et le républicain Éric Pauget. Une loi transpartisane pour lutter contre le trafic de drogue, la priorité des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Ce narcotrafic, il est à la fois la cause racine de l'hyperviolence qu'on voit partout en France, mais il est aussi désormais devenu, je crois, une menace existentielle sur nos institutions. Roger Vico, vous êtes député socialiste du Nord. Depuis mardi, en commission des lois, vous portez le texte contre le narcotrafic, adopté à la quasi-unanimité au Sénat. Pour 338, 1 contre, adopté. Une proposition phare, la création du PNACO, le parquet national anticriminalité organisée. Il pourrait voir le jour dès 2026 à Paris. Ce qui compte, mesdames, messieurs les députés, c'est que ce parquet spécialisé, il est aussi des juges d'application des peines spécialisés, donc, et des juridictions spécialisées avec un régime de détention spécialisé. Tout ça ressemble franchement à une usine à gaz. Le texte entend aussi frapper les trafiquants au portefeuille avec des mesures anti-blanchiment, comme la fermeture temporaire de commerces liés au trafic. Autre volet du texte, la création de quartiers isolés dans les prisons, des fouilles intégrales après tout contact avec l'extérieur et un accès limité au téléphone. Levée de bouclier en revanche sur l'accès aux messageries cryptées par les services de renseignement, WhatsApp, Signal ou Telegram. Objectif, lire les correspondances des trafiquants. Dispositif ajouté par les sénateurs, mais retoqué par les députés au nom des libertés fondamentales. Demain, si on introduit une porte dérobée dans le système, on crée une vulnérabilité et une faille de sécurité qui en fait va toucher tous les usagers. Le texte sera débattu dans l'hémicycle de l'Assemblée à la mi-mars.
Et bienvenue sur ce plateau, Roger Vico. Alors avant d'en venir aux mesures, un mot sur le diagnostic. 110 morts, 341 blessés en 2024 selon le ministère de l'Intérieur. Le narcotrafic explose dans notre pays, jusque dans les campagnes, avec une ultra-violence qui touche des jeunes de plus en plus jeunes, avec des tueurs à gages très jeunes, recrutés sur Internet, prêts à tout pour de l'argent. De quand date ce point de bascule et à quoi fait-on face précisément ? C'est très documenté. On a le rapport sénatorial des sénateurs Blanc et Durin, qui date d'il y a quelques mois, 600 pages, extrêmement documenté, leur travail a duré des mois, et on se rend compte que la France est particulièrement inéquipée. Il y a une asymétrie totale entre les moyens quasi illimités des trafiquants, les aides juridiques dont ils disposent, et la manière dont ils infiltrent les ports européens, et notamment, un peu à la fois, de plus en plus notre pays. Mexicanisation, avait dit Bruno Retailleau. Mafia, est-ce que ce sont des mots appropriés? Non. Mafia, c'est un système très particulier, familial, qui correspond exactement à l'Italie. Mexicanisation, c'est vraiment l'ultra-violence. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais au Mexique, ce sont quand même des dizaines de morts, parfois par jour, dans la même ville. Non, en revanche, j'entends ce que veut dire le ministre Retailleau. Violence qui s'étend, le côté impitoyable des narcotrafiquants, bien entendu, compte tenu des sommes en jeu. Rien ne marche jusqu'à présent. Le marché de la drogue se chiffre en dizaines de milliards d'euros. On a l'impression qu'il est incontrôlable. On a fait des opérations place nette, la police fait des saisies, mais rien ne marche. Pourquoi ? Le trafic en France représente entre 3,5 milliards et 6 milliards d'euros. Probablement plus, près de 6 milliards que de 3,5 milliards. Les opérations place nette, elles donnent une place nette à l'endroit où sont passés les policiers pendant quelques heures. Et puis chacun le reconnaît, une fois que les policiers sont partis, la place n'est plus nette. Bon, ça ne marche pas effectivement. Cette proposition de loi, elle vise à donner des moyens beaucoup plus importants aux services de renseignement. Elle vise aussi à traquer les problématiques et les stratégies de blanchiment. Et elle vise aussi à donner finalement, et c'est très important, une lisibilité globale sur ce qui se passe dans le pays, notamment avec un parquet national anti-criminalité organisée, sur le même modèle que le parquet national financier ou que le parquet national antiterroriste. Un super procureur pour s'occuper du narcotrafic. Alors on en vient justement, vous avez parlé du renseignement, aux mesures que, en tant que rapporteur, vous allez pas forcément défendre, mais dont vous avez la charge, parce que vous êtes socialiste et vous n'êtes pas obligé de voter exactement ce qui a été voté au Sénat. Alors, des mesures qui sont proposées par les sénateurs pour faciliter le travail des enquêteurs. Est-ce qu'il faut imposer aux plateformes de révéler aux enquêteurs le contenu des messages envoyés sur les messageries comme Signal, WhatsApp, des messageries qui sont sécurisées, donc des messages cryptés par les narcotrafiquants. Faut-il le faire, oui ou non ? La question se pose un peu différemment, si vous me permettez. Faut-il permettre aux enquêteurs, effectivement, de se mettre au niveau technique des trafiquants ? Utilisation des téléphones satellitaires, messagerie cryptée, hyper cryptée, ultra cryptée, bien entendu. Bien entendu. Sinon, on se contenterait d'essayer de trouver les textos comme on le faisait par le passé. Et pourtant, la réponse à la question que j'ai posée, c'est la négative qui a été choisie, puisque la mesure a été rejetée en commission. Oui, pourquoi ? À l'Assemblée. Parce que, oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que la mesure qui est proposée, je pense d'ailleurs qu'un vrai projet de loi aurait été nécessaire pour un tel sujet, à lui seul, la mesure qui est proposée, elle consiste en quelque sorte à baisser le niveau de chiffrement des messageries telles qu'on les connaît. Alors, chiffrement, de quoi parle-t-on ? Cryptage. Lorsque vous utilisez WhatsApp, si vous l'utilisez, votre message, il est chiffré du propriétaire du logiciel, WhatsApp en l'occurrence, jusqu'au destinataire, vous. Si on offre une porte, un moyen pour les messageries de rentrer dans ce cryptage, pour le faire, pour que ce soit possible, il faut baisser le niveau de chiffrement. Ça pourrait être intéressant. Ça veut dire qu'on ouvre une faille ? Ça veut dire qu'on ouvre une faille. Ça veut dire qu'on s'ouvre aux cyberattaques ? Quels sont les dangers ? Le danger, c'est qu'on ouvre une faille pour tout le monde. Ça permettrait aux services de renseignement, bien entendu, d'aller chercher les échanges des narcotrafiquants, mais on ouvre une faille, on ouvre une facilité, on ouvre une fragilité dans laquelle peuvent s'engouffrer tous ceux qui sont ennemis, y compris du pays. On pense aux hackers, on pense aux pays ennemis éventuellement, et toutes les messageries, effectivement, ont refusé cela. Et
pour tout vous dire, en commission... Même la ministre du numérique, hein, Clara Chapaz, dans ce gouvernement. Absolument, et je la remercie de s'être exprimée clairement sur le sujet. Bruno Retailleau, il dit il n'y a pas de backdoor, ça c'est le terme consacré pour dire il n'y a pas de porte dérobée possible qui pourrait être ouverte, il n'y a pas de faille, puisque ce sont des correspondances fantômes à destination des enquêteurs et à personne d'autre. On ajoute seulement les forces de l'ordre dans les destinataires qui sont... accroché, attaché à cette discussion et personne d'autre. Qu'est-ce que vous lui répondez? Le correspondant fantôme, c'est un peu comme si, par le passé, vous vous souvenez, lorsqu'on avait des gros téléphones noirs, vous êtes trop jeune pour ça, avec un écouteur qu'on prenait, qu'on mettait, c'est un peu ça. Sauf qu'à l'ère des messageries cryptées, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Oui. Et pour que le correspondant fantôme puisse espionner finalement vos conversations ou vos échanges, il faut créer cette faille. C'est pas simplement le fait de décrocher l'écouteur. Et toutes les messageries, tous les opérateurs sont contre ça, y compris la messagerie qui aujourd'hui équipe le gouvernement, les ministères, les administrations centrales. Donc vous serez contre, en tant que rapporteur, cette mesure spécifique. Elle ne sera d'ailleurs pas adoptée d'après les rapports de force. Elle a été rejetée hier en commission par 9 groupes politiques sur 11. La technique de l'algorithme, oui. C'est quoi? Ça, c'est l'article 8. Là-dessus, nous l'avons voté. La technique de l'algorithme, si vous voulez, il ne s'agit pas d'aller chercher les contenus des échanges informatiques ou des messageries, loin de là. La technique de l'algorithme, il s'agit de programmer un algorithme qui va déceler sur l'ensemble des comportements numériques, mais sans aller jusqu'à la conversation, sur l'ensemble des comportements numériques. Des mots-clés qui permettraient de détecter les narcotrafiquants? Non, même pas des mots-clés, mais des comportements numériques. Exemple, le fait y compris pour les téléphones, d'aller régulièrement entre Rotterdam et Paris, 3 fois par semaine à toute vitesse. Réguliers. Par exemple, ça peut être ça. Mais il y a beaucoup d'autres moyens. L'algorithme, il bip, passez-moi l'expression, il hit, disent les techniciens, il bip à chaque fois qu'un comportement est repéré comme étant susceptible d'appartenir éventuellement aux narcotrafiquants. Et à partir de là, les services de renseignement peuvent demander aux services spécialisés la possibilité d'aller plus loin. Donc c'est très sécurisé, c'est juridiquement garanti. Le Conseil d'État a donné à maintes fois son accord sur le sujet. Dès l'instant où c'est garanti, dès l'instant où c'est sécurisé juridiquement, les conversations privées et finalement les libertés fondamentales ne sont pas en cause. Par conséquent, cet article-là, nous l'avons voté. Alors 2 prisons ont été choisis par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour concentrer les narcotrafiquants les plus dangereux. Les 200 narcotrafiquants les plus dangereux et leur emplacement, leurs noms vont être dévoilés chez nos confrères de TF1 en ce moment même. Vous trouvez que c'est une bonne idée de les mettre tous au même endroit? Une fois de plus, pardon, je pense que la question n'est pas là. Le ministre... il décide de casser un socle fondamental de notre droit, c'est-à-dire que jusqu'ici, nous avons les prévenus qui sont en détention provisoire et les condamnés. Le ministre fait sauter un peu cette barrière. Condé-sur-Sarthe et Bandin-le-Vieil, il vient de l'annoncer. Absolument, fait sauter un peu cette distinction fondamentale dans notre droit et dit, voilà, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le degré de dangerosité. Mais le degré de dangerosité, il n'est même pas choisi par un juge, il est choisi à discrétion, de manière discrétionnaire par le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est très gênant. Donc vous vous opposerez à ça? Oui, et puis derrière ça, il y a quand même la question de l'isolement total que le ministre veut porter à 4 ans. En gros, on revient au quartier de haute sécurité. Pas besoin d'un texte de loi pour le décider. Je sais bien, mais on revient néanmoins au QHS, au quartier de haute sécurité, contre lesquels Badinter s'était tant battu à l'époque. Roger Vico, je vous ramène à l'actualité politique de votre région, le Nord et Lille. Vous êtes candidat à la mairie de Lille. Elle vous a surprise, cette démission de Martine Aubry aujourd'hui? Non, parce que Martine avait laissé supposer depuis longtemps déjà qu'elle n'irait pas jusqu'à la fin de son mandat. Ce qui était inconnu, c'était la date de sa démission. Donc c'est une confirmation.
Alors elle soutient, vous le savez, son premier adjoint, pardonnez-moi son nom m'échappe, Arnaud Deslandes, bien sûr. Ça veut dire qu'il va y avoir une primaire au sein des socialistes du Nord et de Lille pour vous départager? Oui, le maire de Lille démissionne avant la fin de son mandat. Donc on vote pour un maire intérimaire qui assurera la gestion de la mairie jusque les élections municipales. Maintenant, Arnaud Deslandes est socialiste, je suis socialiste, et les statuts du Parti socialiste qui prévoient, mais c'est absolument pas dramatique, tout cela est très normal, qui prévoit que le 6 novembre, les militants socialistes de Lille vont choisir leur tête de liste. Et donc Arnaud Deslandes, comme moi, se soumettra au vote des militants le 6 novembre. On peut gagner la mairie de Lille sans l'appui de Martine Aubry? Mais qui parle de gagner sans l'appui de Martine Aubry? Martine est socialiste depuis très longtemps. Martine est socialiste depuis très longtemps et quel que soit le candidat qui sera choisi le 6 novembre, je n'ai aucun doute sur le fait qu'en grande militante qu'elle est, elle le soutiendra. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Roger Vico et on suivra bien sûr la semaine prochaine, non dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Exactement, à l'Assemblée dans l'hémicycle, cette proposition de loi fondamentale pour notre pays. Allez, dernière séquence de l'émission, la question qui fâche tout de suite. Tir croisé ce soir avec 2 députés particulièrement concernés par notre dossier du soir. Anne Stambach-Ternoire, bonsoir. Bonsoir. Députée La France Insoumise de Haute-Garonne et Jean Terlier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, député Ensemble pour la République du Tarn. Vous connaissez très bien le dossier sur lequel tout vous oppose. Avant de vous entendre, voici la question qui fâche d'Hélène Bourduel ce soir. La question qui fâche ce soir nous emmène entre Toulouse et Castres, sur un chantier fantôme, celui de la construction de l'autoroute A69. Voilà, on n'entend rien et qu'est-ce que ça fait du bien. Si les travaux sont à l'arrêt total, c'est que vendredi, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation environnementale de l'autoroute qui doit relier Toulouse à Castres. Motif, au vu des bénéfices très limités, il n'est pas possible de déroger aux règles de protection de l'environnement et des espèces protégées. Depuis, les camions et les ouvriers ont déserté les lieux. Les rares encore présents ont pour mission d'évacuer les engins. On enlève tous les engins, tout le matériel pour tout mettre en sécurité. Puis après, comme ça s'arrête là, on n'a plus de raison d'être là non plus. Des ponts, des échangeurs abandonnés sur 53 km. 2 tiers des ouvrages sont déjà construits. Il y a quand même un gâchis parce qu'on a quand même abîmé beaucoup de choses, on a mis beaucoup d'argent pour réussir à laisser un chantier comme on le voit actuellement. Selon Atosca, le concessionnaire, 300 millions d'euros ont déjà été dépensés pour le chantier. Et la facture pourrait grimper à plusieurs centaines de millions d'euros pour l'État s'il fallait tout déconstruire. Sans compter qu'une quarantaine de maisons ont été démolies, comme celle d'Alexandra. Ce gâchis, voilà, tout ça pour ça. Tout détruire, toutes ces maisons, tous ces arbres, toutes ces personnes qui sont quand même beaucoup traumatisées. Et le feuilleton n'est pas terminé. L'État compte faire appel et demander un sursis à exécution pour que les travaux puissent reprendre. Alors la question qui fâche ce soir, à ce stade du chantier, sous réserve d'une décision de justice, faut-il ou non continuer le projet? En tout cas, quel gâchis. Jean Terlier, réponse. Oui, alors déjà, il faut continuer, c'est plus un projet, celui de la 69, c'est un chantier. C'est un chantier, comme ça a été dit, qui est avancé à plus de 70%. On devait faire la mise en service à la fin de l'année 2025. C'est 300 millions d'euros d'argent public et d'argent privé qui ont déjà été investis. C'est aujourd'hui, à la suite de cette décision de justice des premiers juges du tribunal administratif complètement incompréhensible, qui est devenue en réalité dire le contraire de ce qu'avait décidé la haute juridiction administrative, le Conseil d'État, qui avait déclaré dans un arrêt du 5 mars 2021 que ce chantier, que ce projet de l'autoroute A69 était un chantier dit d'utilité publique. Et au fond, sur exactement les mêmes critères socio-économiques. La durée du trajet, la sécurisation de ce trajet, l'attractivité renforcée pour ce bassin d'emploi de Castres-Mazamet de 80 000 habitants. Et au fond, sur le territoire, les gens que vous interrogez ne comprennent pas cette situation qui conduit, il faut le dire, et j'aurais une pensée aussi également pour eux, c'est 900
plus de 900 salariés du concessionnaire Atosca qui sont aujourd'hui sans emploi. Quel gâchis, oui évidemment, mais encore une fois, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est une première décision de justice. Il y aura un appel, comme ça a été dit, devant la Cour administrative d'appel. Donc il faut qu'il ait lieu ce projet, quoi qu'il arrive. Une demande de sursis à exécution qui va permettre de pouvoir continuer le chantier, et ce, malgré la procédure d'appel. Anne Stambach-Ternois. 70% de travaux déjà réalisés. Il y a des maisons qui ont été rasées. Alors 70%, ça c'est les chiffres donnés par le concessionnaire. Le chantier a énormément de retard, plus d'1 an de retard. Je pense qu'il y a à peu près 50% à peine des terrassements qui ont été faits. Mais je ne nie pas les dégâts, mais je voudrais quand même saluer d'abord la victoire pour l'écologie qu'est cette décision. Je voudrais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas forcément tous les détails du projet. On parle là d'une autoroute qui a pour projet de détruire plus de 400 hectares de terres agricoles fertiles, de zones naturelles, de zones boisées, de zones humides. C'est déjà le cas, ils sont là, les dégâts. 169 espèces protégées. Tout ça pour peut-être gagner quelques minutes à la modique somme de 20 € l'aller-retour, en longeant une route nationale qui existe déjà et qu'on aurait pu réaménager. Quand les dégâts sont déjà là, d'un point de vue écologique, est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout ? En fait, non, le béton n'a pas été coulé, donc tout est encore possible. Et si l'État veut bien ne pas tout bloquer, attendez, j'ai vraiment quelque chose d'important à ajouter là-dessus, si l'État veut bien ne pas tout bloquer avec des procédures administratives, judiciaires qui sont vouées à l'échec, on va pouvoir laisser la nature reprendre ses droits. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ici, il ne faut pas renverser les responsabilités. C'est l'État qui est en faute. En fait, c'est une victoire aussi pour la démocratie. La justice, là, elle a dit le droit face à l'État qui est passé en force en permanence sur ce projet. L'État ne respectait pas la loi. Eh bien, la justice le lui a rappelé. Et vous parliez... La justice, le tribunal administratif de Toulouse. C'est la justice. Oui, mais c'est encore une fois pas une décision qui est définitive. Oui, mais c'est la justice. Contrairement à ce que voudrait faire croire, non, mais ça a son importance. Parce qu'on présente en fait les choses comme de manière irrémédiable. Ou au fond, il faudrait se satisfaire de cette décision procédure de justice, appel, mais c'est la justice. On aura un appel et encore une fois, on a des éléments qui vont nous permettre, encore une fois, devant le Conseil d'État, et à la lumière d'ailleurs ce qu'a décidé le Conseil d'État en 2021. Qu'est-ce que vous répondez à votre consoeur député qui vous dit, de votre région, qui vous dit, au fond, l'État n'a pas respecté la loi ? L'État a respecté l'ensemble des procédures qui ont été validées. Il y a une discussion sur la validité de l'autorisation environnementale, mais ça n'est qu'une décision administrative sur l'ensemble des décisions administratives qui ont reçu une validation, et notamment la déclaration d'utilité publique. Mais encore une fois, on vous présente les choses en vous disant c'est 400 hectares d'atteinte, c'est pas 400 hectares, c'est 100 hectares seulement qui sont artificialisés. Et encore une fois, les dégâts, et vous avez tout à fait raison, les atteintes à l'environnement, elles ont déjà eu lieu. Laissons le chantier se poursuivre et aller à sa fin, et faisons en sorte que le concessionnaire, dans le contrat de concession qu'il a, puisse mettre en place les mesures compensatoires à l'environnement et à l'agriculture qui sont envisagées sous le contrôle de l'État et durant la durée du contrat de concession. Ça, c'est un argument, les mesures compensatoires. Non, mais les mesures compensatoires, dans le cadre de mon rapport sur notre proposition de loi pour un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers, ça a été très clair dans les auditions. Qui n'a pas été voté en commission. Qui n'a pas été voté en commission des DAT. Écoutez-vous, s'il vous plaît. En l'occurrence, sur ce travaux, le concessionnaire a déjà fait l'objet de 14 mesures de rappel à l'ordre parce que justement, il ne respectait pas les engagements écologiques. Donc vraiment, on est très loin du compte. Mais je voudrais rappeler vraiment, si on avait étudié les alternatives, en fait, on n'en serait pas là. L'État connaissait les risques juridiques sur ce projet depuis le début. Les autorités indépendantes, comme le Conseil national de protection de la nature, l'autorité environnementale, avaient donné un avis négatif. C'est vrai ou c'est faux ? Bien sûr qu'ils ont donné un avis négatif. Le commissariat général à l'investissement avait dit que ce n'était pas une très bonne idée. 2000 scientifiques ont dit qu'il fallait arrêter ce massacre. L'État est passé en force et il y avait des précédents. Regardez la déviation de Bénac. Vous avez été membre de la commission d'enquête parlementaire que je présidais. Allez, il reste peu de temps, il faut que vous puissiez répondre. L'État connaissait les risques, il a joué avec le droit environnemental, il n'en avait pas le droit, il a été rappelé à l'ordre. Vous savez bien que c'est parfaitement inexact ce que vous venez de dire, et encore une fois, vous demandez de respecter l'état de droit et la décision du tribunal administratif, je vous demanderai de respecter l'arrêt du Conseil d'État qui a dit qu'en réalité toutes les procédures avaient été dûment respectées, que les études alternatives, elles avaient été menées jusqu'à leur bout et qu'elles ne permettaient pas de venir apporter une solution aussi importante que celle du désenclavement du Tarn par l'arrivée de cette autoroute. C'est l'arrêt du Conseil d'État du 5 mars 2021. Le Conseil d'État... Vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors, pas trop technique pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement. Sur les solutions alternatives, elles ont déjà été appréhendées et elles ont été validées par le Conseil d'État. La commission d'enquête à laquelle nous avons tous les deux participé a démontré que ce n'est pas le cas. Elle n'a rien démontré du tout, il n'y a même pas eu de conclusion du rapport de commission d'enquête. Pour essayer de vous mettre d'accord, est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être d'imprécision
de la loi. François de Rugy, dans une tribune au Figaro, qui est écologiste, expliquait que la loi mériterait de préciser 2 points. Qui décide et jusqu'à quand des recours peuvent-ils être déposés et jugés? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir ce débat pour qu'à l'avenir, au fond, un tel gâchis, parce que personne n'est gagnant dans ce chantier commencé, 70% de travaux et arrêtés. Est-ce que ce n'est pas la solution? En fait, l'État, encore une fois, est responsable de ce fiasco. Il connaissait les risques, il les a pris et maintenant, on vient critiquer une décision de justice. Je suis désolée, quand j'entends monsieur le ministre, monsieur Tabarot, se permettre le ministre des Transports. Ministre des Transports qui critique une décision de justice au mépris de la séparation des pouvoirs et qui nous dit en hémicycle que le droit à l'environnement ne doit pas être un droit de l'obstruction, un droit contre le progrès. Mais pardon, je voudrais rappeler de quoi on parle. Que ce soit la 69 ou la soixantaine de projets contestés dans le pays, ce sont des projets qui ont été pensés dans les années 90. Où c'est le progrès de C'est dépassé pour vous et il n'a pas lieu d'être. Et vous avez confiance dans la justice en appel, elle confirmera, selon vous, la première instance. Oui. Le mot de la fin, vous avez quelques secondes, vous entendez la cloche. Et en 2 mots, François de Rugy, il a raison. C'est au fond très perturbant de voir qu'à la fois l'État, la région, le conseil départemental, les habitants de ce territoire, la communauté d'agglomération Castres-Mazamet ont tous validé ce projet et l'ont tous porté. Et aujourd'hui, cette décision de justice, elle vient en contradiction avec cet intérêt public que défend le territoire. Merci, c'est le mot de la fin. C'est un duel et c'est un duel court. On va tenir à cette esprit de synthèse des députés. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. Chacun se fera son avis sur ce chantier. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur LCP.